La parole est à Monsieur Sylvain Berrios pour une durée ne pouvant excéder 15 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, le projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui revient devant notre Assemblée après l'échec, nous l'avons dit à plusieurs reprises, de la commission mixte paritaire. Dans sa colonne vertébrale, il présente les mêmes faiblesses que le texte proposé en première lecture. Composite, pour ne pas dire désordonné, il poursuit des objectifs strictement politiques, visant d'abord à rassembler une gauche passablement désunie. La navette avec le Sénat, qui avait permis d'enrichir sensiblement le texte, notamment le titre 2, en faisant entendre la voix des communes, a été balayée d'un revers de main pour revenir pratiquement au texte initial. C'est l'illustration de l'échec d'une méthode et de l'inutilité d'un projet de loi qui n'offre aucune solution pragmatique efficace. C'est aussi votre conception, finalement, du travail collaboratif avec les chambres. Cela l'illustre parfaitement. Sur un texte pour lequel le gouvernement avait demandé un examen en urgence, nous revoilà quasiment à la case départ, plus de 18 mois plus tard. Que de temps perdu, que de temps perdu. Et d'ailleurs, cette urgence qui était la vôtre il y a plus de 18 mois, aujourd'hui on la retrouve d'ailleurs en toute la cohérence de l'examen de ce texte. On commence par étudier l'article 3, puis l'article 1, enfin l'article 2, tout ça entrecoupé par des séances sur la santé. Cette cohérence, monsieur le rapporteur général, est la vôtre, elle est surtout désordonnée. Nous l'avons déjà dit, le groupe Les Républicains souscrit à l'objectif affiché d'apporter des réponses aux fractures immenses, profondes de notre société. Elles ont été révélées dans la douleur par les atrocités commises sur notre sol depuis janvier 2015. Comment, dans ces conditions, ne pas souscrire à l'ambition de renforcer l'égalité entre nos concitoyens et d'œuvrer à un exercice plus incarné de la citoyenneté? Encore faut-il créer l'adhésion autour du projet. L'occasion était belle, mais c'est une nouvelle fois une occasion perdue. La lutte contre les discriminations qui guide la rédaction de l'article 1er comporte des avancées dont certaines, prises une à une, bout à bout, peuvent être intéressantes. Par exemple, les dispositions sur le service civique, nous l'avions déjà dit en première lecture. Mais y a-t-il là matière à apporter un début de réponse aux attentes immenses et aux failles durables de notre contrat social? Nous ne le croyons pas. Nous en doutons. Ce qui a conduit nos voisins anglais à se replier sur leurs frontières nous guette depuis longtemps, sans que rien n'ait été fait pour tenter d'apporter, avec lucidité et pragmatisme, des réponses de fond aux tensions qui fracturent notre modèle républicain. Avant même l'adoption de ce texte, le calendrier et le cadre préélectoral ne créent pas les conditions d'une unité. Comme en témoignent d'ailleurs les milliers d'amendements déposés par les seuls députés socialistes sur ce texte, mais aussi le grand bond en arrière après la lecture pourtant très constructive du Sénat. Nous examinons à nouveau ce projet de loi égalité et citoyenneté qui pêche largement, pardonnez-moi, mes chers collègues, par angélisme. Il n'est question que de faire vivre les valeurs de la République, ce qui en soi est une bonne chose, mais ne saurait suffire à rassembler nos concitoyens qui n'adhèrent plus depuis longtemps à des formules incantatoires. Comment convaincre nos compatriotes quand vous nous présentez un inventaire à la Prévert dont nous avons perdu le fil d'Ariane au cours de la navette parlementaire? Nous sommes perdus dans les méandres d'un labyrinthe législatif au nom pompeux de loi égalité et citoyenneté qui traite tour à tour et de façon indistincte du fonctionnement du Crous, de la fréquence des ventes au déballage, des gens du voyage, de la cantine, de la liberté de la presse, des oubliés de Madagascar ou encore du bénévolat. Et pourquoi avoir réintroduit un régime d'autorisation des écoles privées hors contrat par ordonnance, alors que le Sénat proposait un dispositif de contrôle largement suffisant et beaucoup plus souple, tel que Mme Le Gallennec, je suis sûr, tout à l'heure, le défendra? S'agit-il ici d'égalité ou de dogmatisme?
Votre projet de loi est insuffisant par essence, mais inquiétant encore plus. Il crée les conditions de la désunion et de la désorganisation, comme en témoignent les dispositions relatives au logement social. La loi comporte déjà un arsenal très contraignant. Les demandeurs de logement sont soumis à des procédures complexes et à des démarches souvent très longues. Avec le titre 2, on renonce à simplifier le secteur du logement. Pire, on modifie et élargit les critères de priorité, on crée des nouveaux quotas et on augmente le nombre d'intervenants pour encore plus de complexité, pour encore des procédures plus longues. Plus préoccupant, plus grave, plus fondamental, la loi continue d'ériger les maires en ennemis, au lieu d'en faire des partenaires pour la réussite d'une politique nationale du logement social. De ce point de vue, l'examen au Sénat aurait dû permettre d'enrichir le texte sur ces dispositions pour lesquelles les maires sont en première ligne. Et d'ailleurs, qui d'autre que le Sénat aurait pu mieux enrichir un texte dès lors qu'il touchait à la libre administration des communes et aux collectivités territoriales. Par exemple, lorsque le Sénat est revenu sur le taux de 25% fixé pour l'attribution de logements aux demandeurs les plus pauvres, en dehors des quartiers politiques de la ville, la voix des maires s'était fait entendre pour permettre aux préfets et aux acteurs locaux, ensemble, d'adapter le taux en fonction de la situation locale. Vous avez refusé et êtes revenu dessus. Le Sénat avait réintroduit une mesure de bon sens visant à prendre en compte le lien avec la commune lors de l'attribution des logements sociaux, qui permettait de conserver une cohérence, notamment pour la scolarisation des enfants. Vous vous y êtes opposé et êtes revenu dessus. Le Sénat prévoyait la possibilité de délégation par le préfet de son contingent et le logement au maire, vous êtes revenu dessus. Le Sénat avait enfin insisté sur la nécessité que la voix du maire soit prépondérante dans la commission d'attribution. Là encore, vous êtes revenu dessus. Ce faisant, c'est de toute l'expérience des maires dont vous avez choisi de vous priver pour mieux réaffirmer avec dogmatisme des principes qui n'ont jamais fait la preuve par le passé de leur efficacité et qui ne la feront pas plus demain. Même chose pour les modalités d'application de la loi SRU. Le Sénat proposait, avec bon sens et lucidité, que l'obligation de construction de logements sociaux repose sur un contrat d'objectifs et de moyens entre l'État et la commune, afin d'adapter les obligations de construction de logements sociaux à la situation de la commune. Vous avez rejeté cette avancée, cette grande avancée. La Haute Assemblée envisageait également de ne pas soumettre les communes d'Île-de-France de 1500 à 3500 habitants à l'obligation de construction de 25% de logements sociaux. Cela relève honnêtement de l'évidence. Vous avez refusé. Quant à l'élargissement des logements considérés comme sociaux, tels que le logement étudiant ou le logement en accession sociale à la propriété, dont les maires savent qu'ils relèvent bien d'une politique de logement social, vous avez estimé qu'ils ne pouvaient pas en relever. Il y a une forme d'inconscience à prétendre progresser sur la question du logement social sans y associer les principaux acteurs, alors qu'il conviendrait au contraire de s'astreindre à un travail de dentelle permettant de dégager localement, avec tous les partenaires concernés, des solutions. Le Sénat avait fait ce travail, mais vous avez estimé qu'il pouvait s'en affranchir, que vous pouviez vous en affranchir. Et que dire concernant les communes carencées? La contradiction crève les yeux. Vous imposez la réduction autoritaire des moyens financiers des communes dites carencées, c'est-à-dire n'ayant pas atteint le quota des 25% de logement social fixé par la loi SRU, alors même que vous exigez que ces mêmes communes rattrapent leur retard en matière de logement social. Pourquoi? S'agit-il d'améliorer l'offre de logement social? Certainement pas. Il s'agit plus prosaïquement de remplir les caisses de l'État. Même constat avec les réintégrations de l'article 31 bis, réintroduit par la majorité contre l'avis du gouvernement. Il prévoit que les communes carencées au titre de la loi SRU ne sont plus éligibles à la DSU, quel que soit leur taux de logements sociaux. Plutôt que de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines, confrontées à une insuffisance de ressources et supportant des charges élevées, votre majorité entend les priver davantage de financement. Une commune bénéficiant de la DSU, par essence, est une commune accueillant des publics fragiles nécessitant précisément de l'attention. Il y aurait donc, selon vous, des Français en difficulté que l'on aiderait plus ou moins selon leur lieu de résidence.
Si l'on suit votre raisonnement, l'objectif de mixité sociale que vous prétendez défendre en imposant une politique de peuplement arbitraire aux communes conduirait les publics les plus fragiles, désignés pour peupler les communes carencées, à être moins aidés et accompagnés que si elles demeuraient dans leur commune d'origine. De même, ceux qui vivent dans une commune dite carencée et qui auraient droit à un logement social PLS, par exemple, devraient quitter cette commune pour y prétendre, puisque vous interdisez ce type de conventionnement dans les communes ayant moins de 25% de logements sociaux. Dans le même esprit, où est la logique de priorité lorsqu'on continue à prétendre que 65% de la population française peut bénéficier d'un logement social? Ne devrait-on pas plutôt s'intéresser aux 10 à 12% des Français qui ne peuvent pas accéder au logement sans l'aide de la puissance publique? La politique de logement mobilise plus de 45 milliards d'euros par an, soit plus de 2,2% du PIB. C'est un record d'Europe pour ce secteur. Après tout, ça peut être un record honorable si, d'aventure, il y avait des résultats. Mais vos choix politiques et idéologiques depuis la première loi dite Guessot sont injustes et inefficaces. 70% de la population est éligible au logement social, mais seulement 25% des ménages les plus modestes en bénéficient. Dans une commune comme celle dont je suis maire et dont M. Laurent tout à l'heure me rappelait l'importance de cette grande mère, l'importance de la grande ville de Saint-Maur-des-Fossés, dite carencée, figurez-vous qu'à Saint-Maur-des-Fossés, il y a 50% d'habitants qui sont éligibles au logement social. Il y a un quartier prioritaire à Saint-Maur-des-Fossés au titre de votre politique de la ville. Ce n'est donc pas un ghetto de riches. Ce n'est pas un ghetto de riches comme vous aimez le décrire, Monsieur Laurent, comme vous aimez le décrire. Et d'ailleurs, vous connaissez bien le Val-de-Marne et vous devriez le savoir. L'effort de la ville, l'effort d'une ville en faveur du logement ne trouve pas sa source dans la contrainte, mais dans le partenariat. Et le fait est que dans une ville comme Saint-Maur-des-Fossés, nous avançons grâce à un partenariat, pas grâce à la contrainte, grâce à un contrat de mixité sociale signé. C'est ça la réalité. En continuant de vouloir construire en zone urbaine tendue, vous créez une difficulté supplémentaire. La loi ne vise pas la politique de logement social en général. Elle ne poursuit pas un objectif d'intérêt général. Votre loi, elle veut se concentrer sur quelques exemples de communes clouées au pilori médiatique pour tenter de prouver que le gouvernement agit et enfin vous rassembler sur leur dos. Parce qu'en réalité, il s'agit d'une poignée de communes qui ont décidé de ne pas faire de logement. Mais ce n'est qu'une toute petite poignée. Faites-le. Que l'on songe seulement aux crèches, aux écoles, aux équipements sportifs qui doivent accompagner la création de logements. C'est tout à fait essentiel, surtout si on souhaite conserver une harmonie et un urbanisme respectable et respecté par l'ensemble des habitants. Comment voulez-vous faire face à ces dépenses si, en même temps, là où vous voulez construire du logement, vous privez les villes de financement précisément pour construire les équipements et les logements? Où est votre cohérence? Et plus profondément, vous interrogez-vous sur les conditions dans lesquelles s'inscrivent les programmes de logements sociaux, comme le font les maires au quotidien? Sur le terrain, nous sommes nombreux à observer qu'il est plus efficace de développer des programmes de logements sociaux à taille humaine, progressivement pour tenir compte à la fois des besoins des demandeurs de logement, mais aussi pour respecter l'urbanisme choisi par les habitants et le cadre de vie équilibré. C'est dans cet esprit que la mixité pourra réellement s'exprimer et d'ailleurs trouver toute sa force. C'est un chemin qui, je crois, mérite d'être exploré. L'expérience montre qu'en matière de logement social, il vaut mieux prévoir des aménagements mixtes et anticiper la nécessité éventuelle d'accompagner les fragilités des publics qui y vivent, plutôt que de créer des poches de détresse sociale qui risquent de renforcer les phénomènes d'exclusion des banlieues tout béton. Plus préoccupant, le texte entend apporter un contre-pouvoir aux maires en élargissant les prérogatives des EPCI et les pouvoirs des préfets par substitution. Quel bénéfice espère-t-on obtenir en éloignant le demandeur de logement de la commune? Plutôt que de contraindre, il faut libérer la construction, les logements. Depuis 4 ans, ce gouvernement s'érige, tantôt en censeur, tantôt en procureur, pour niveler par le bas, opposer les acteurs et recycler les vieilles recettes. Dans ces conditions, il n'est guère étonnant que l'on s'inscrive avec ce texte dans un affichage caricatural en matière d'égalité. Quant au titre 3,
le groupe Les Républicains souscrit au renforcement des conseils citoyens aux actions pour la maîtrise de la langue française, encore que lorsqu'on voit ce que fait Najat Vallaud-Belkacem, on pourrait s'interroger, ou à la valorisation des apprentis. Il appuie naturellement les dispositions visant à l'amélioration de l'égalité hommes-femmes, même si vous n'offrez aucun début de solution à la question centrale de l'égalité salariale. Mais on reste très loin des attentes des Français. Il est regrettable de devoir exprimer une position qui se limite à donner des bons et des mauvais points à des mesures prises isolément, sans philosophie d'ensemble. Mes chers collègues, ce projet de loi oppose une fois de plus tous les acteurs. Dans quelques mois, l'alternance forte que nous appelons de nos voeux permettra de remettre l'ouvrage sur le métier. Pour toutes ces raisons, je vous demande d'adopter cette motion de rejet en conservant à l'esprit notre volonté de porter dans quelques mois un véritable projet d'avenir qui soit cette fois porteur d'espérance par nos compatriotes. Je vous remercie. Merci, Monsieur Berrios. Monsieur le ministre.